Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, moment assez particulier puisque je vais vous parler de mon deuxième Wim Wenders. Quelques mois après avoir découvert Paris, Texas, j'ai enchaîné ici avec ce que beaucoup considèrent comme son chef-d'œuvre, en sorti en 1987, Les ailes du désir, ou en version originale, Der Himmel über Berlin. Voilà. Avec au casting dans les rôles principaux, acteurs et actrices qui nous ont quittés pour la plupart, c'est assez terrible, hein, mais bon. Il y a Bruno Ganz, par exemple, qui joue l'un des deux anges, l'autre étant interprété par Otto Sander. Il y a l'actrice française Solveig de Martin, qui venait du théâtre, qui est décédée assez prématurément. Peter Falk dans son propre rôle, assez incroyable ça. Et même Kurt Boyce, qui est un acteur de la vieille garde du cinéma allemand, qui joue un vieux poète. Sinon, citons quand même des présences rapides de personnes qui sont encore en vie, hein, d'ailleurs. Hein. Nick Cave, forcément, le chanteur, qu'on voit vers la fin, notamment, milieu fin. Chick Ortega, qu'on verra ensuite dans Une époque formidable ou Délicatessen, mais bon, on le voit sur 2-3 scènes. Hein. De même que Laurent Petit-Grand, qui co-compose la musique du film. Voilà. Et donc, il s'agit d'un métrage, comment dirais-je, philosophique, existentiel, qui va raconter l'histoire de deux anges, qui sont là depuis la nuit des temps, hein, ils ont même assisté à la naissance de l'humanité, qui observent comme ça, ils prennent des notes sur le quotidien des personnes, des êtres humains, dont ils entendent les pensées, tout ça. Et ils sont là pour observer. Un petit peu à l'image des observateurs dans la série Fringe, des années après, peut-être que c'est une inspiration. Bref, ça m'a fait penser à ça, mais pas grand-chose à voir, hein, sinon. Et donc... ces deux anges vont vivre des trajectoires différentes. L'un va tenter de devenir humain, j'en dis pas plus, voilà, en rencontrant une femme, il va tenter de devenir un homme. Et l'autre va plus s'appesantir sur les tristesses de certains êtres humains qui ne vont pas bien, parce que oui, on voit des gens qui souffrent. Dans une ville de Berlin, donc dans les années 80, avant la chute du mur, et justement, ce mur est présent tout au long du métrage, hein, on navigue autour, et un endroit qui a beaucoup souffert par rapport à la Seconde Guerre mondiale, etc. On voit des images d'archives. Et en parallèle, vous avez Peter Falk, qui joue son propre rôle, donc acteur, qui vient de tourner un film qui va le ramener à ses origines, par rapport à sa grand-mère juive, etc. Mais plus si affinité, je ne vais pas révéler l'évolution de son protagoniste. Parce que c'est avant tout Peter Falk, protagoniste, à un moment, qui va être autre chose que lui-même. C'est fou, ça. Et donc, ça dure 2 heures et ça questionne beaucoup de choses sur l'humanité, l'existence, l'amour, et le souvenir, et le moment présent. Et là, bon, je fais cette vidéo à chaud, j'ai pas envie de trop intellectualiser le film, parce qu'après un prévisionnage comme ça, c'est pas possible. Et partager une expérience, parce que j'ai vécu un choc émotionnel assez puissant, donc à son visionnage. Une chose qui m'arrive rarement, voire jamais, c'est qu'au bout de 20 minutes, j'ai pleuré. J'ai fait une pause sur le film qui m'a happé totalement, psychologiquement. J'ai même envoyé des messages WhatsApp à l'ami Virgile, alias Souffleur de Coffret, que je salue s'il passe par ici, pourra témoigner. Après j'ai repris le film et je me suis laissé totalement pénétrer par tout ce qui se passe. Une véritable errance qui te ramène toi à ta condition d'être humain quand même, à fond. C'est vrai qu'au bout de 20 minutes, alors au moment où je fais cette vidéo, c'est dans une période compliquée au niveau de l'actualité et tout. Et j'ai ressenti beaucoup de sentiments dès l'entame du film, qui est extraordinaire, son plan de la forme et du fond que la forme met en place. Cette scène dans la bibliothèque, tout ça, les pensées des gens, comme ça, en circule. C'est ce genre de choses que je me suis déjà imaginé, là, en me posant lors de voyages, que ce soit transport métro et tout. Tu peux imaginer ce que les gens pensent, qui sont ces personnes. Ces anonymes, ces figurants de la vie, parce qu'il y a ça aussi, hein, l'humanité, à un moment, on a des gens qui sont des figurations, qui font de la figuration dans ce monde-là, et même dans leur propre existence, vraiment tout ça, là. Et après, une fois que ce moment de force émotionnelle est passé, le film se déroule et on voit l'évolution. Deux anges qui vont changer un petit peu au contact, donc, des autres. Et c'est un petit peu ça aussi qui est important, parce que ces anges-là sont très humains. Et Wim Wenders nous fait quelque chose de très fort, là. Dans un contexte historique en plus très poignant, en utilisant la ville de Berlin de façon extraordinaire.
J'avais jamais vu comme Berlin comme ça, à part dans Possession de Zulawski. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'à la fin, petite parenthèse, Wenders dédicace ce film à Ozu, Truffaut, et à un certain Andrei. Et je croyais que c'était Zulawski, je me suis dit, c'est évident. Berlin, Possession, tout ça, hop. Mais en fait, c'est Andrei Tarkovsky. En fait, c'est totalement évident aussi parce que le film, là, donc Les Ailes du Désir, joue sur le temps, à mort. Le temps cinéma, comme l'a fait Ozu aussi. Tandis que Truffaut, le clin d'œil, c'est plus par rapport à une scène de cirque, à un moment où les enfants s'émerveillent. Bon, voilà, un spectacle là. Et ça rappelle le moment guignol dans Les 400 coups. Bon, bref. Et c'est un film, voilà, c'est un film merveilleux. Je ne sais pas exactement quoi en dire de plus là. Je vais essayer hein, de parler, d'en faire des pistes comme ça. Mais c'est ce genre de film que je reverrai. Je le qualifierai probablement un jour de chef-d'œuvre. Là, c'est. Ah, Paris, Texas, autrement, m'avait fait un énorme effet aussi, donc je pense que Wim Wenders, c'est parti pour devenir un de mes réalisateurs de chevet. Ce qui est fort ici, donc, c'est ce qu'on va ressentir, nous, spectateurs, parce que on devient un petit peu aussi ces personnes qui observent. Et après que les anges observent les humains, nous, on observe ces anges qui évoluent, et les humains autour. Le moment très fort où, donc, le personnage de Daniel, qui est joué par Bruno Gantz, va vouloir devenir humain parce qu'il tombe amoureux, hein, clairement, de cette femme trapéziste habillée en ange, voilà, mais qui est un être humain et qui s'émancipe de beaucoup de choses par rapport au spectacle, mais il y a une déprime derrière parce que le cirque va devoir arrêter. Enfin, il y a tout un truc là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont pas bien dans le film, avec pas mal de reflets qu'on peut faire dans le monde d'aujourd'hui où pas mal de personnes peuvent ne pas bien aller à cause de ce qui peut se passer. Mais il y a toujours de l'espoir, le moment aussi, les rencontres et ce qu'on peut en vivre. Et c'est ça qui est fort, c'est que nous avons deux anges qui ont tout vu et qui à un moment se posent la question de pourquoi. Et il y en a un qui veut clairement être dans le présent et vivre, souffrir, voir des couleurs, parce que oui, le film est en noir et blanc jusqu'au moment où il y a un switch, j'en dis pas plus. Vraiment ressentir les choses, et même si c'est dur, vaut mieux vivre comme ça, plutôt que de se laisser aller et d'être juste... témoin des choses et spectateur de notre propre existence, ou des figurants, parce que c'est ça qu'on en revient à là. Je pense que c'est un message profondément humaniste de la part de Wim Wenders, qui renvoie l'être humain dans une condition particulière, où c'est vrai que beaucoup de personnes vivent par procuration, par rapport à des souvenirs du passé qui restent ancrés, des souffrances du quotidien, et on oublie une certaine émancipation, et juste... c'est un appel à ouvrir les yeux à ce qui se passe, même si c'est dur, au moins, on ressent, voilà, ça pique, ça fourmille, ça fait réagir, on voit. Et il faut des fois s'arrêter devant un graffiti posé sur un mur, hein, mur de Berlin, pour se dire que finalement la beauté peut être partout, même dans des endroits un peu sordides ou qui rappellent quelque chose de dur dans l'histoire. Et il y a beaucoup, c'est vraiment très fort là-dessus, tous ces moments de monologue. Alors certains sont improvisés, d'autres sont écrits. Il y a des références aussi à une poésie au début. Alors là, ouais, c'est là où il faudra que je fasse quelques petites recherches derrière, si je creusais, mais ce poème, Lorsque l'enfant était enfant, de Peter Handke, extraordinaire pour ouvrir le film. D'ailleurs, l'ouverture, hein, l'œil comme ça, qui s'ouvre, plan zénital sur Berlin, on découvre, on est un ange, nous spectateurs, et voilà, c'est là où je reviens au fait que on nous interpelle ici comme observateurs des choses, mais c'est à nous d'être acteurs ensuite. C'est pas pour rien qu'il prend Peter Falk, acteur qui joue un acteur, mais qui est aussi spectateur des choses. C'est vraiment très fort là-dessus. Il se passe beaucoup de choses dans les choix artistiques de Wenders et même dans son casting. C'est brillant. Bref, voilà, beaucoup de trucs littéraires, etc. Il y a le vieux poète aussi, rapport à l'histoire. C'est très fort, très 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 fort. Et Wim Wenders s'est fait ce film après avoir passé plusieurs années aux États-Unis. Il reconnecte son être intérieur à son pays et on voit à quel point il regarde la souffrance d'une Allemagne qui a vécu des choses historiquement et il espère une ouverture, voilà, une émancipation, un envol nouveau. C'est très brillant, il y a même une suite à ce film, alors ça je ne savais même pas, à la fin il est marqué à suivre, quoi. Et oui, il y a une suite que je verrai un jour, ça c'est sûr. Hein. Pas demain quand même, je vais attendre un petit peu, qui est sorti en 93 d'ailleurs. C'est vraiment un film, la musique aussi, bon bref, il y a énormément de choses à dire sur ce film. Musique que ce soit extra ou intra-diégétique, hein, du coup, parce qu'il y a Nick Cave. C'est quelque chose d'assez bluffant, c'est un film unique, en fait, oui, je peux considérer ça comme peut-être ça va être ma meilleure découverte de l'année 2023, hors nouveauté.
Et je vous conseille vivement le visionnage des Ailes du désir. Vous avez compris, c'est plus un témoignage ici qu'une analyse, parce que même si j'ai dit quelques trucs comme ça, là, c'est... Voilà. Il y a aussi un très très beau monologue du personnage de Marion, donc la trapéziste, au creux de l'oreille presque de Daniel, vers la fin, avec le rouge qui ressort. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et puis les enfants, ouais, je vais finir là-dessus quand même. Lorsque l'enfant était enfant, le poème s'ouvre là-dessus. L'enfance de l'humanité et tout, ces anges-là ont vu l'enfance de l'humanité et au final sont comme des enfants qui vont découvrir la vie en devenant adultes humains ou pas, enfin pour l'an, ou se réfléchir sur leurs conditions. C'est un peu ça aussi. Bref, c'est un film d'une richesse absolue, d'une profondeur artistique totale et qui remue beaucoup d'émotions. Là, tel que je suis là au moment de faire cette vidéo, j'ai besoin encore de le digérer, mais je suis très content de partager cette émotion avec vous. C'est ça aussi un pro-ciné critique. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu. Est-ce votre Wim Wenders préféré ou pas? Bref, le dialogue est ouvert en commentaire comme d'habitude et je vous attends vraiment avec impatience pour cela. Et je vous dis à la prochaine, ciao.